Bonjour, voici un contenu de SVT qui s'adresse à des élèves de seconde. On termine l'activité intitulée « Mettre en évidence l'origine génétique de la différenciation sexuelle ». Je reprends rapidement la consigne 2 qui vous demandait de proposer une explication aux discordances relevées entre karyotype et sexe phénotypique. Alors à gauche, vous avez un schéma d'une paire de chromosomes sexuels, X et Y, avec plusieurs portions d'ADN qui sont identifiées. Et à droite, vous avez les résultats d'une électrophorèse qui a permis d'analyser l'ADN de 4 individus, 2 hommes et 2 femmes. Alors regardons le premier cas. Il s'agit d'un homme dont les chromosomes sexuels sont X et Y, ce qui est la situation classique, normale. Donc là, il n'y a pas de discordance. On observe 1, 2, 3 bandes qui correspondent à 3 fragments d'ADN. Celui en haut s'appelle SRY, alors je le repasse en rouge pour indiquer qu'il appartient au chromosome Y, qui est de la même couleur. Vous voyez sur le schéma, SRY il est situé à l'extrémité du chromosome. Ensuite, on a un fragment caractéristique du chromosome X, que je repasse en vert, et enfin, tout en bas, on a AZF, un autre fragment appartenant au chromosome Y et qui se trouve plus ou moins au milieu, dans la portion numéro 5. Ce profil, il est tout à fait normal, c'est celui attendu pour un individu XY de sexe phénotypique masculin. Regardons maintenant le deuxième échantillon analysé. Il est issu d'une femme XX, alors là aussi c'est la situation normale, le phénotype est cohérent par rapport au karyotype. On ne voit qu'une seule bande chez la femme qui correspond au fragment caractéristique de X, normal, puisque c'est le seul chromosome sexuel que la femme possède, en 2 exemplaires bien sûr. Ces 2 premiers individus vont nous servir de témoins, puisqu'on observe à chaque fois une concordance entre la nature des chromosomes sexuels et les caractères sexuels apparents. En revanche, pour les 2 suivants, c'est pas vraiment le cas. Il y a quelque chose qui cloche, si j'ose dire, ou en tout cas, on a des discordances entre karyotype et phénotype, et justement, c'est ça qu'on vous demande d'expliquer. Alors regardons la troisième piste, celle qui correspond à l'homme XX, c'est-à-dire qui possède 2 chromosomes sexuels X. On observe donc le fragment caractéristique de X, ça c'est normal, mais en revanche, on peut s'étonner de la présence de cette bande qui correspond à SRY. SRY, normalement, il n'y a rien à faire ici, vous pouvez comparer ce résultat à celui de la femme XX aussi, et puis bien sûr, celle-ci est dépourvue de SRY. Ça veut donc dire que d'une façon ou d'une autre, l'ADN de SRY s'est retrouvé chez l'individu XX. Alors ça, c'est une anomalie, et cette anomalie, elle est associée à un phénotype masculin. C'est donc un homme avec 2 chromosomes X et un tout petit bout de Y qui est tout à fait indiscernable sur un karyotype. Quatrième et dernier cas, qui est un peu le pendant du précédent, la femme XY. Elle possède donc une combinaison de chromosomes sexuels qu'on trouve habituellement chez les hommes. On détecte logiquement le fragment caractéristique de X ainsi que AZF, présent sur le chromosome Y, mais, et là c'est une surprise encore, pas de fragment SRY. Ça signifie que SRY a disparu du chromosome Y. Encore une fois, ce type de modification, de très petite taille, comparée à celle d'un chromosome, ne se verra pas sur le karyotype. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que la seule disparition de SRY entraîne une différenciation sexuelle féminine au lieu de masculine. Donc ces 2 derniers cas correspondent à des recombinaisons entre chromosomes. D'ailleurs, l'énoncé vous le précise, je cite le document 4. Les extrémités des chromosomes X et Y présentent des séquences homologues au niveau desquelles les translocations de matériel génétique peuvent s'effectuer de manière accidentelle. C'est donc vraisemblablement une translocation de SRY qui a pu se produire, c'est-à-dire un déplacement, un changement de localisation d'un chromosome Y vers un chromosome X par exemple. Et vous voyez ici que la présence ou l'absence de SRY est tout à fait déterminante pour la différenciation sexuelle. Le message à retenir ici, c'est que la présence du gène SRY entraîne une masculinisation. SRY, c'est vraiment un gène très important dans la détermination du sexe chez l'être humain et chez d'autres mammifères. D'ailleurs, c'est un sigle qui vient de l'anglais Sex Determining Region of the Y Chromosome. Alors, ce schéma, il est un peu compliqué, bien sûr, il n'est pas à retenir, mais il met bien en évidence ce rôle crucial de SRY au cours de la vie embryonnaire. En bas, vous avez le niveau d'expression du gène. Vous voyez qu'il est exprimé pendant un temps très court, entre 10,5 et 12,5 jours après la fécondation. Si SRY est présent et qu'il est activé,
toute une cascade complexe d'événements va se mettre en place, hein, avec d'autres gènes qui sont à leur tour activés et qui contrôlent d'autres gènes encore, positivement ou négativement. Bref, tout ça conduit à une différenciation de la gonade bipotentielle en testicules et à l'établissement d'un phénotype masculin. A l'inverse, si SRY est absent et inactivé, d'autres gènes prennent le relais et induisent d'autres événements qui conduisent à la différenciation de la gonade en ovaire et à l'apparition progressive du phénotype féminin. Donc vous voyez, hein, finalement, ça ne tient pas à grand chose pour devenir un homme ou une femme, d'un point de vue biologique en tout cas. Et d'ailleurs, il existe un certain nombre de cas limites, de cas intermédiaires, qui posent problème, hein, au sens philosophique du terme. Et l'un de ces cas, c'est celui de Caster Semenya, une athlète de haut niveau qui a un palmarès tout à fait impressionnant, notamment dans l'épreuve du 800 mètres. Elle est connue pour ses performances, mais aussi pour sa situation, je vais dire, biologique, qui est très particulière, hein, puisqu'elle possède des chromosomes sexuels X et Y. Et elle est atteinte d'hyperandrogénie, c'est-à-dire qu'elle a un taux d'hormones masculines anormalement élevé. Et la testostérone, hein, puisque c'est l'hormone en question, c'est une molécule qui est produite au cours de la différenciation sexuelle et qui, entre autres, va entraîner le développement de la masse musculaire à la puberté. Pourtant, hein, c'est bien une femme d'un point de vue phénotypique, c'est d'ailleurs ce qui est indiqué sur son certificat de naissance. Donc, Caster Semenya, elle a des paramètres biologiques un peu particuliers, mais après tout, ce sont les siens, elle les a pas choisis, elle n'a pas triché, elle n'a pas pris de produits dopants, elle n'a pas non plus dissimulé son identité ou quoi que ce soit. Et pourtant, depuis 2018, elle ne peut plus concourir. C'est la Fédération internationale d'athlétisme qui l'en empêche. Voici un extrait de la dernière version en date de leur règlement, spécifiquement pour les athlètes présentant des différences de développement sexuel. Il est rappelé que les différences de performance entre hommes et femmes sont en partie liées au taux de testostérone, hein, qui sont statistiquement plus élevés chez les hommes. Et donc, dans un souci d'équité, entre guillemets, la fédération a fixé un taux maximal de testostérone acceptable pour une femme. Et si une athlète féminine est au-dessus de ce seuil, elle ne peut pas concourir, sauf si elle accepte de diminuer sa quantité de testostérone, autrement dit, si elle prend un traitement qui abaisse artificiellement ce taux sanguin. Bon, vous voyez où est le problème là? On est à la frontière entre deux enjeux, celui de l'équité dans les compétitions sportives et celui de l'identité même d'un individu. On peut légitimement parler de discrimination, hein, c'est d'ailleurs la position de Caster Semenya, qui a plusieurs fois fait appel de cette décision et qui a même porté l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc au moment où je parle, hein, début 2021, c'est une affaire qui est toujours en suspens. Autre illustration des liens entre sexe chromosomique et sexe phénotypique. Vous avez ici deux karyotypes qui appartiennent à des individus atteints du syndrome de Klinefelter à gauche ou du syndrome de Turner à droite. Vous avez sans doute déjà repéré les anomalies dans les formules chromosomiques, ici et là. On a donc 44 plus XXY à gauche, c'est-à-dire 47 chromosomes, avec une trisomie portant sur les chromosomes sexuels. Et à droite, il s'agit d'une monosomie, 44 plus X, il manque un chromosome sexuel. Ces anomalies du nombre de chromosomes sont systématiquement associées à des tableaux cliniques. Alors, je vous montre ici des exemples. À gauche, il s'agit d'un homme avec des organes génitaux masculins, hein, même si ceux-ci ne sont pas fonctionnels. On a aussi certains caractères sexuels secondaires qui sont plutôt féminins. Regardez par exemple au niveau de la poitrine ou de la pilosité. À droite, il s'agit d'une femme. L'absence de SRY a conduit à une différenciation des gonades en ovaires, même si ceux-ci ont une morphologie anormale. Il y a aussi d'autres signes cliniques, hein, notamment au niveau cardiovasculaire. Donc, c'est aussi pour que vous compreniez que si SRY est bien un gène essentiel, il y a aussi d'autres facteurs génétiques qui interviennent dans cette différenciation sexuelle. Voilà, on va s'arrêter là. La notion 1 résume de manière très succincte l'essentiel à retenir. Il faut la recopier dans votre cahier, bien sûr. Et en complément de tout ça, je vous invite à cliquer sur l'image en haut à gauche de l'écran. Ça vous permettra d'avoir une autre façon de résumer les choses de manière très claire, très simple, et tout ça en 3 minutes seulement, donc ça serait dommage de s'en priver.